Bonjour à tous, bienvenue sur les plateformes numériques de France TV, France 3 pour vivre en direct cette cérémonie à Cherbourg en Cotentin, cérémonie pour évoquer le rôle du port de Cherbourg pendant la bataille de Normandie. Objectif stratégique crucial pour les Alliés pour pouvoir débarquer tout le matériel nécessaire pour livrer combat contre l'armée allemande et libérer l'Europe. Alors la cérémonie qui sera présidée par Emmanuel Macron, qui arrivera dans quelques minutes, et cérémonie qui se déroule devant la Cité de la Mer. Pour commenter cette cérémonie avec moi, Christophe Boutin, politologue et cherbourgeois, et Christophe Bayard, historien, un spécialiste de la résistance. Christophe, la Cité de la Mer, c'est aujourd'hui un haut lieu touristique du département de la Manche, mais aussi de toute la Normandie, qui reçoit énormément de visiteurs. Mais la Cité de la Mer, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Absolument, d'ailleurs d'histoire en liaison avec les Américains, puisque la Cité de la Mer, on sait que Cherbourg a été un port d'émigration très important, et la Cité de la Mer, c'est l'ancienne gare transatlantique, c'est-à-dire que c'est une gare dans laquelle les trains arrivaient et d'où les voyageurs pouvaient directement monter à bord des navires qui les attendaient. Donc ces liaisons avec l'Amérique ont été naturellement très, très fréquentes. Je rappelle qu'à New York, le blason de Cherbourg est sur l'un des immeubles qui donne sur le port, rappelant justement ce lien particulier avec l'émigration à destination des Amériques. La Cité de la Mer a été, je dirais, durement frappée par le conflit, puisqu'une partie a été détruite lors des bombardements, enfin des sabotages faits par les Allemands en 1944. Notamment le campanile, qui était, qu'on voit sur les anciennes photos, qui était un élément très, très révélateur. Donc le choix de la Cité de la Mer, vous le voyez, n'est pas anodin. Vous voyez d'ailleurs à l'image derrière la rade de Cherbourg, qui est une rade en eau profonde, qui était cette rade dont on avait besoin pour débarquer le matériel. Et vous voyez un des bâtiments de la Marine nationale, un des patrouilleurs de service public. La gare maritime et le redoutable, présents sous nos yeux, illustre la double vocation du port de Cherbourg, lien transatlantique et arsenal de la liberté. Le général de Gaulle avait atterri à Maupertuis dès le 20 août 1944 pour se rendre aussitôt à l'hôtel de ville de Cherbourg. Il y revint une dernière fois le 20 mars 1967 pour lancer le redoutable. C'est son rôle inestimable auquel la chanson suivante, De Gaulle, créée en 1989 par Mireille Mathieu, rend hommage. Elle va être chantée par Nathalie Nico, alias Miss Liberty. On a découvert donc dans les images, eh bien on la voit cette Cité de la Mer. On a vu aussi le Redoutable. Alors le Redoutable, c'est un des sous-marins nucléaires qui servait et la France, un des sous-marins nucléaires français qui a été évidemment dénucléarisé et qui est exposé à la Cité de la Mer, qu'on peut visiter. Absolument. Voilà, on rentre, si mes souvenirs sont bons, on rentre par l'arrière du sous-marin, voilà. On traverse tout le sous-marin. La tranche nucléaire a bien évidemment été enlevée. Et rappelons que le général de Gaulle était venu spécialement à Cherbourg pour le lancement de ce premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins. De Gaulle, de ligne, le siècle va mourir tranquille. De Gaulle disant, la France est douce en 1900, pendant que les autres garçons vont jouer aux billes, au ballon. Il sait déjà que son pays un jour aura besoin de lui. De Gaulle, de Londres, Français, la
route sera longue. De Gaulle 40, une certaine idée qui chante, une poignée de marins bretons, quelques soldats sans munitions et 4 notes de Beethoven et 1000 ans d'histoire dans les veines. De Gaulle de Londres, voix magique d'un autre monde. De Gaulle de Lille, comme un naufragé dans son île, on fait un sinistre procès à ce général sans étoile. Mais quand De Gaulle parle aux Français, ils reconstruisent leur cathédrale. De Gaulle de Londres, d'Alger, de Strasbourg et de Lille, au creux de l'ombre, au fond des chemins de l'exil, après les pistes de l'Afrique, passant par-dessus l'Amérique, il était là 1 heure en avance. Rendez-vous de l'espérance, de Gaulle de France, de Gaulle de France. Voilà la chanson De Gaulle qui était interprétée par Nathalie Nico, qui est une soprano, et dont le nom de scène est Miss Liberty. Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir les vétérans américains présents aujourd'hui à Cherbourg en Cotentin. Seront présents parmi nous aujourd'hui tout d'abord Monsieur Paul Leterrier et Monsieur Jean Pivin. Ensuite, de l'association Cibourg Innovation, Monsieur Jack Appel, Monsieur Edgar Buffman, Monsieur Albert Carr, Monsieur John Chupinski, Monsieur Kenneth Marr, Monsieur Robert Persiciti, Monsieur Charles Richardson, Monsieur Edward Twesh Senior. Grâce à l'association Retour des vétérans en Normandie, Monsieur Alan Shapiro, Monsieur Ronald Scharf, Monsieur Arthur, Monsieur Otis Brannon, Monsieur Howard Paulin, Monsieur John Carroll, Monsieur Warren Goss. Avec l'aide de la Best Defense Foundation, Monsieur George Wetmer, Monsieur Jack Myers, et enfin grâce à l'association Cibourg Innovation et rescapés des camps de la mort, Madame Maud Dame. Voilà donc les vétérans qui sont présents sur cette cérémonie à Cherbourg. Et on découvre à l'image que le ciel est bleu, et que la mer est très bleue également. Et Christophe, les installations qui sont en arrière-plan,
sont des installations importantes pour Oui. le port de Cherbourg. Absolument, c'est une partie seulement des installations du port militaire. On ne voit pas ce qu'on appelle la grande halle, celle dans laquelle on fait les SNLE. Ce qu'on voit, ce sont des éléments qui sont liés à d'autres éléments de construction qu'on voyait. Voilà, vous voyez c'est ce la qu'on- Cité de la Mer. Ça, c'est la Cité de la Mer. Ce qu'on distingue derrière, c'est un paquebot qui est à quai. Vous voyez, Cherbourg est une ville sur laquelle de nombreux paquebots maintenant viennent faire escale. Alors nous sommes dans la première partie de cette cérémonie puisque le président Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé. Et donc c'est une première partie au cours de laquelle des textes vont être lus. Et il y aura aussi des chants, on en a déjà entendu quelques-uns. Quand le président arrivera pour le deuxième temps de la cérémonie, il va passer en revue des troupes. Il déposera également une gerbe. Et bien sûr, sera évoqué, puisque c'est l'objet de cette cérémonie, le rôle important du port de Cherbourg au moment de l'assaut des troupes alliées. Christophe Bayard, ce port de Cherbourg, c'était l'un des objectifs principaux du débarquement du 6 juin. Absolument, c'est vrai que là nous sommes en face d'une volonté des Alliés, c'est-à-dire sitôt le débarquement réussi le 6 juin, effectivement c'est d'obtenir la possibilité d'avoir un port en eau profonde et notamment donc ce port de Cherbourg. Alors il faut savoir que la prise de Cherbourg avait été planifiée par les forces alliées à J+8. Le port de Cherbourg aurait dû être libéré donc le 14 juin. Et le 14 juin, donc on est encore à 50 km, les forces alliées sont encore à 50 km du port de Cherbourg. C'est dire si ce besoin vital qui était le port de Cherbourg a été difficile à conquérir. On mesure effectivement là ici toute la difficulté, et notamment des forces américaines à avancer dans le Cotentin. Parce que les Allemands défendaient Cherbourg, ce qu'on appelait la forteresse. Oui, c'est devenu une forteresse, effectivement. Alors la prise de Cherbourg s'est faite en plusieurs temps, donc elle a demandé donc plusieurs semaines, puisque du débarquement jusqu'à la prise de Cherbourg obtenue totalement donc au début du mois de juillet. Eh bien, il a fallu donc plusieurs semaines. Alors avec des lignes de défense et puis le fait de pouvoir couper également donc le Cotentin, donc ce qui était un des objectifs donc des forces américaines. Donc on pourrait évoquer effectivement ces avancées successives des forces américaines, notamment le 19 juin. Elles arrivent à Montebourg pour l'approche. L'offensive finale est déclenchée à partir du 25 juin. Et c'est le 26 juin que les forces américaines arrivent dans la ville et que commence donc ce combat donc, dans la ville de Cherbourg. Les forces de l'Arsenal et de la Grande Jetée se rendent le 27. Et la pointe de la Hague va se rendre le 1er juillet. Voilà. Alors qu'on a aperçu à l'image un bateau militaire. Oui, absolument. Bateau gris. On a vu un bateau américain dans ce qu'on appelle la petite rade, puisqu'à Cherbourg, il y a la petite rade et la grande rade. Donc là, il est à quai sur la petite rade, au niveau du port militaire. Et on a une partie de son équipage qui fait partie des troupes qui vont être passées en revue. Christophe, qu'est-ce qui subsiste aujourd'hui à Cherbourg sur le plan militaire? Je parle évidemment de l'armée française et de la marine française. Alors, à mi-chemin entre le militaire et l'administration, il y a bien sûr la préfecture maritime. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est toujours à Cherbourg. Pour le reste, il y a d'abord, bien évidemment, la base navale où se fait la construction des sous-marins nucléaires. Il y a des éléments de l'école des Fourriers. Il y a l'école d'application militaire de l'énergie atomique qui forme les atomiciens qui travaillent ensuite sur les sous-marins nucléaires. Mais en termes de troupes, je dirais combattantes, si on peut dire, il y a un patrouilleur de service public de la Marine nationale et il y a la gendarmerie maritime qui dispose de son propre bâtiment. Voilà une unité de fusiliers marins. Voilà les éléments qui sont présents. Ce que vous avez passé à l'écran derrière, c'est une vedette de pilotes. Les pilotes sont chargés d'accompagner les gros bateaux qui sortent du port de Cherbourg et qui doivent respecter le chenal et qui préfèrent prendre un pilote.
Vous voyez une garde au drapeau ici, composée d'éléments justement de la compagnie de fusiliers marins, la compagnie Logofic. Vous le voyez sur les coiffes des marins qui font la garde au drapeau. C'est un endroit, Cherbourg aussi, où on construit des sous-marins. Absolument, les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont construits à Cherbourg. D'ailleurs, il doit y avoir peut-être dans les troupes qui vont être passées en revue des éléments de l'équipage du Tourville, qui est le 3e bâtiment de la classe Suffren, nos nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque, dont le port d'attache est ensuite Toulon. Je vous rappelle que les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sont basés à l'île Longue, à Brest, et les sous-marins nucléaires d'attaque sont basés à Toulon. Donc, après leur construction à Cherbourg, ils partent sur leur port d'attaque et ils reviennent à Cherbourg pour la déconstruction, car Cherbourg est maintenant aussi le port qui déconstruit les sous-marins nucléaires en fin de vie et qui, justement, règle la question des tranches nucléaires et de leur démantèlement. Et tout ça est très très bien expliqué et devient très concret quand on visite la Cité de la Mer et notamment le Redoutable, puisqu'évidemment la partie qui contenait le réacteur, enfin la partie nucléaire est évidemment vide, mais on la traverse quand même quand on visite ce sous-marin. On va revenir en 1944. De façon globale, les Américains, les troupes alliées ont besoin d'énormément de matériel et tout ce matériel, il faut l'acheminer jusqu'au front. Il arrive par la mer et c'est indispensable d'avoir rapidement, vous le rappeliez Christophe, un port en eau profonde parce que les gros bateaux ne peuvent pas évidemment se rapprocher trop des plages ni aller dans les petits ports. Donc il faut pouvoir décharger tout ce matériel de façon rapide et un port est indispensable. Oui, c'est vraiment un besoin vital pour les Alliés de disposer de ce port de Cherbourg le plus rapidement possible. Alors malgré que lorsque l'on regarde le bilan finalement des matériels et des matériels déchargés, il y a eu donc les 2 ports artificiels, les ports Mulberry, dont un a permis de tenir, le second ayant été voilà, il y avait celui d'Aromanche qu'on connaît, dont on a encore les vestiges, donc qui était en secteur anglais, et il y a eu un deuxième port artificiel qui était à Omaha, secteur d'Omaha, mais qui a été balayé par la tempête du 19 juin. Donc on pouvait compter sur le port artificiel d'Aromanche, et donc ensuite, une fois qu'on a libéré Cherbourg et qu'on l'a remis en état, parce qu'il était complètement inutilisable au départ, on a eu donc ces 2 accès possibles. Mais comme vous le disiez, Christophe, au final, le port de Cherbourg, c'est à peu près 20% de tout ce qui a été amené en matériel et en hommes. Ça représente à peu près 20% par Aromanche, parce que le reste, en fait, il est arrivé par les plages. Absolument, le déchargement a pu se faire également sur le sable. Ça, c'est aussi la prouesse logistique des Alliés, que de pouvoir également donc décharger le matériel sur les plages avec et donc des barges ou des navires à fond plat qui pouvaient décharger. On voit d'ailleurs ces photos lors des débarquements, par exemple, de la 2e DB du général Leclerc, là, sur la plage de Saint-Martin-de-Varville, où on voit ces navires qui sont sur le sable, et d'où sortent par l'avant les chars, notamment de la division Leclerc. Oui, pendant quelques mois, ne l'oublions pas, Cherbourg en tonnage a dépassé New York. Ça a été pendant quelques mois l'un des plus grands ports de transit du monde. Et il faut quand même expliquer aussi qu'après cette bataille entre Américains et Allemands pour récupérer Cherbourg, les Alliés ont eu une très mauvaise surprise, c'est que le port a été saboté, on peut le dire comme ça. Le port de Cherbourg a été saboté par les Allemands, quasiment inutilisable. Alors avant effectivement la prise du port par les Américains, donc les Allemands avaient décidé, avaient ordonné la destruction de l'arsenal et de la gare maritime et des installations donc portuaires de Cherbourg. Ils avaient fait couler des dizaines de bateaux dans les bassins, et le port
port lorsque les Américains libèrent Cherbourg. Le port en eau profonde est un amas de ferraille et de béton. Et alors il va falloir donc plusieurs semaines pour remettre une partie seulement du port en fonction. Malgré tout, donc à partir de la fin du mois de juillet, le Cherbourg recevra donc des grands navires, des milliers de tonnes de matériel. On estime à 25 000 tonnes par jour l'arrivée de matériel donc, jusqu'au 30 septembre, ce qui fait de Cherbourg le port le plus important du monde jusqu'à la prise d'Anvers en novembre 1944. Oui, parce qu'ensuite les troupes alliées, une fois qu'ils ont passé la bataille de Mordy, remontent par le nord-est. Et donc évidemment Cherbourg devient un port qui est de plus en plus loin des lignes de front. Donc au fur et à mesure que les armées remontent, on change de port pour pouvoir continuer à débarquer le matériel. La marche en avant absolument de la libération en direction du cœur de l'Europe. Alors Cherbourg, effectivement, le port le plus actif du monde. Alors d'où va arriver d'ailleurs aussi le carburant, qui va être très important pour la logistique. Et bien sûr les hommes, le matériel qui arriveront également donc, à Cherbourg. Le carburant, effectivement, le pipeline Pluto. Le nerf de la guerre. Donc Christophe, c'est ce qu'on a appelé le Pluto. C'est Pluto, c'est le pipeline Pluto. C'est un tuyau, Pluto. Absolument, c'est un grand tuyau qui permet de ravitailler Cherbourg. Cherbourg avait par ailleurs 2 énormes soutes à carburant qui sont encore visitables parfois quand on les ouvre, qui sont creusées dans la falaise et qui permettaient de faire un stockage. Alors cette fois, non pas du tout à l'époque américaine, mais auparavant pour les forces françaises. Cherbourg a beaucoup de recoins comme ça, de sites particuliers. Je pense notamment à l'ancienne usine de torpilles qui est sous le fort du Roule, tout à la base, et dans laquelle il y a eu pendant un temps un centre de commandement à l'époque de la guerre froide. En tout cas, ce sont de belles images aujourd'hui de cette rade de Cherbourg, avec un ciel magnifique. Oui. Mais ce n'est pas très surprenant. Dites un Cherbourgeois. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a un peu de vent, effectivement, comme souvent. Le Cotentin, d'ailleurs, qui est un point touristique de plus en plus attractif. Oui, effectivement. De plus en plus de touristes viennent passer leurs vacances dans le Cotentin, dans la Manche en général. Oui. Parce que d'abord, c'est magnifique, on peut le dire. Mais on parle aussi aujourd'hui d'une sorte de tourisme de la fraîcheur. Oui, lorsque la température monte un peu trop ailleurs l'été, effectivement, il faut dire ce qui est. Le Cotentin sait conserver une certaine fraîcheur et les gens peuvent parfois avoir l'impression de venir s'y réfugier. N'oublions pas que si Cherbourg et La Hague ont effectivement été libérés, ce n'était pas le cas des îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes sont restées allemandes jusqu'à l'extrême fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'à la reddition complète des forces allemandes en 1945. Et lorsque les Américains ont remonté vers Cherbourg et ensuite ont commencé à progresser pour réduire l'ultime bastion dans La Hague, les canons de l'île d'Aurigny, vous voyez, qui est la plus proche du continent, les canons de l'île d'Aurigny ont appuyé les Allemands par des tirs qui ont vraiment détruit un certain nombre d'éléments. Voilà. Christophe, vous qui êtes cherbourgeois, aujourd'hui, ce passé lié à la Deuxième Guerre mondiale, à Cherbourg, comment il est perçu, vécu par les habitants ? Il est vécu comme un souvenir qui est moins traumatisant que dans d'autres des villes qui ont eu à subir des bombardements très importants, des destructions très importantes. Ce n'est pas le cas de Cherbourg. Le port, effectivement, notre ami historien vient de le dire, a effectivement été très, très largement démoli. Les quais ont été démolis, on a coulé des bateaux. Mais par contre, on a cherché, aussi bien du côté américain qu'allemand, on a cherché à préserver la ville. Et les Cherbourgeois, bien sûr, comme partout, il y a eu des pertes civiles, mais ce n'est pas du tout comparable, bien évidemment, à Saint-Lô. Ce n'est pas comparable même à des villes comme Valognes ou Montebourg, qui ont été très largement détruites. Je pense que notre ami historien pourrait confirmer ce que je dis. Absolument, oui. La Manche a payé très cher les combats de la libération, et notamment dans ce qui va être l'opération de la guerre des haies.
qui va ensuite faire suite à la prise de Cherbourg et qui va également emmener les unités, les soldats américains vers le sud, c'est-à-dire vers Avranches. Et ça ne sera qu'à la fin du mois de juillet, le 31 juillet, donc un mois après la prise de Cherbourg, que l'opération Cobra, la percée d'Avranches, sera réalisée. Alors c'est très important. On peut aussi mentionner donc l'appui de la Royal Navy britannique dans la prise de Cherbourg, puisque les navires américains également au large donc ont pu attaquer les fortifications allemandes dans et autour de la ville sur le port militaire. Et il y a également donc l'appui de la Royal Navy britannique, donc qui a permis également de réduire les défenses allemandes donc lors de ce qu'on a appelé le bombardement de Cherbourg. Donc, qui a lieu à partir du 25 juin, donc dans la dernière semaine de la prise de Cherbourg. Alors les duels avec les batteries côtières sont très intenses, évidemment, et cela permet à l'infanterie de se rapprocher, d'apporter un soutien donc à l'infanterie américaine. Oui, parce que ces batteries allemandes, ces batteries d'artillerie allemandes étaient un vrai obstacle à la conquête du port de Cherbourg. Et pour les neutraliser, ça a été très compliqué. Donc il a fallu faire venir les bateaux militaires anglais. Mais ça a été difficile de déloger ces dernières défenses, en fait. Un véritable bastion, effectivement. On le mesure comme à l'image des blocos, mais aussi à l'image de ce qui va se faire sur le front de l'Atlantique. Les poches de l'Atlantique vont également être très très longues à réduire au début de l'année 1945. Toujours dans les liens avec la marine américaine, n'oublions pas que Cherbourg est une des, et même la seule, je crois, ville en dehors du territoire américain qui est une ville liée à la guerre de sécession, puisque a eu lieu devant Cherbourg et devant le public cherbourgeois, si je puis dire, le combat entre l'Alabama et le Kearsarge, entre un bâtiment donc sudiste et un bâtiment nordiste. Le bâtiment sudiste a coulé devant Cherbourg, et au cimetière de Cherbourg, vous avez des tombes de marins sudistes et de marins nordistes. Voilà pour ce lien assez particulier de la ville de Cherbourg avec les USA, vous voyez, dans toute leur histoire. Alors si on parle de l'histoire de Cherbourg et des États-Unis, il y a aussi, on ne peut pas ne pas évoquer le Titanic, un beau transatlantique, au destin malheureux, puisqu'il a coulé, c'était en 1912, et qui est passé par Cherbourg. Oui, alors qui est passé par Cherbourg, mais contrairement à ce qu'on voit avec la gare maritime ici, c'est l'époque dans laquelle les paquebots stationnaient dans ce qu'on appelle la Grande Rade, et il y avait des petits bateaux. À l'époque, c'était le Nomadic qui était chargé de faire cela notamment. Il y en avait deux qui étaient chargés de faire l'aller-retour entre les quais de Cherbourg et le bâtiment qui restait en rade. On n'avait pas encore construit des quais suffisants pour que les paquebots puissent accoster directement. Donc on faisait des espèces de navettes, on peut dire. Absolument, ça comme ça. Tout à fait. Là vous avez la frégate américaine à l'écran, vous voyez le bâtiment. On a vu tout à l'heure des membres de son équipage qui font effectivement partie des troupes que le président va passer en revue. Alors on voit le drapeau américain à l'arrière du bateau, tout à droite. Et cette histoire du Titanic est racontée à la Cité de la Mer par une salle qui est complètement dédiée à l'histoire du Titanic, avec des objets d'ailleurs qui ont été récupérés dans l'épave. Absolument. C'est une visite assez complète, la Cité de la Mer, puisqu'on a à la fois des explications sur comment on exploite entre guillemets les océans. On a ce redoutable, ce sous-marin nucléaire français. On a toute cette histoire aussi de la gare transatlantique. Il y a encore le tapis à bagages et les anciens guichets. Et on a donc cette salle qui est dédiée au souvenir du Titanic. Et puis il y a aussi quelques espèces de poissons qui sont à voir. Cherbourg d'ailleurs qui reste la dernière escale du Titanic. Oui. Lors de son départ inaugural, et qui a été le seul, malheureusement. Alors cette cérémonie à Cherbourg, c'est une cérémonie présidentielle, puisqu'elle sera présidée dans quelques minutes. Non, je vous dis juste que voilà les marins américains du bâtiment qui doit être à quai, la marine américaine qui est présente. Voilà, le costume est très élégant.
Et donc cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron, eh bien, c'est la dernière d'un périple qui aura duré 3 jours en Normandie, avec une première cérémonie, c'était mercredi à Saint-Lô, en hommage aux victimes civiles de la guerre. Hier, évidemment, c'était le D-Day, cérémonie franco-britannique le matin, suivie de la cérémonie franco-américaine au cimetière américain, puis la cérémonie internationale à Omaha Beach, avec tous les chefs d'État. Ce matin, on a vu le président à Bayeux pour évoquer le général de Gaulle et le retour de la République française, en fait, le retour de la souveraineté républicaine. Et donc c'est la dernière étape pour Emmanuel Macron cet après-midi en Normandie, dans ce cycle de commémoration du 6 juin 1944. Oui, un cycle qui a été à la fois un cycle de commémoration sur le 6 juin, mais comme on l'a compris, il y a eu aussi, se sont ajoutés là-dessus la perspective de la guerre en Ukraine. On a vu le président Zelensky venir lors de la cérémonie d'hier à Omaha, et on sait que le président va le rencontrer ce soir. C'est greffé aussi là-dessus de manière un petit peu curieuse pour certains. En tout cas, on a lu des commentaires. La question des européennes, la question des élections européennes, la question de ce qu'était devenu l'Europe justement après la Seconde Guerre mondiale, comment elle s'était construite, comment elle devait ou pas continuer de se construire. Le président a tenu à faire hier à l'abbaye aux Hommes de Caen une conférence de presse. Mais c'est vrai que le cycle mémoriel a été très, très long et très particulier. On en a vraiment ici sur 3 jours, alors que d'habitude, on se concentre essentiellement sur la journée du 6 juin, comme vous le savez. Et on a eu un cycle plus dense que lors des commémorations précédentes. Et on a eu quelque chose d'assez important en Normandie, c'est qu'on n'avait jamais vu autant de monde, de public, assister à ces commémorations, que ce soit à Sainte-Mère-Église, que ce soit à 40 ans. Les gens qui sont habitués à voir passer les touristes pour ces commémorations disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça, en fait. Je crois qu'il y a 2 éléments qui jouent. D'abord, les gens ont clairement conscience que ce sont les dernières cérémonies avec les vétérans. Ah, je crois que le président de la République devrait On a vu arriver. un peu de mouvement tout à l'heure avec les véhicules officiels. Parce que j'entendais ouvrir le banc. Donc, Oui, là, voilà. On a entendu effectivement un ordre militaire. Le président qui va passer les troupes en revue. Vous avez David Marguerite, vous avez Sébastien Fagnan. Parlons des personnalités. Donc David Marguerite. David Marguerite qui préside la communauté du Cotentin. Vous avez le sénateur Fagnan. Vous avez Madame Pic, la députée. Vous avez Monsieur Travers, Stéphane Travers. Je ne distingue pas très bien ensuite qui sont les personnalités présentes. Ah si, bien sûr, le maire de Cherbourg. Et l'amiral préfet maritime, je pense, qui est au bout de la ligne d'accueil. Et quand il y a une visite comme celle-ci, il y a un protocole en fait. Il y a un protocole, effectivement. Je pense que le président devrait arriver accompagné du préfet, non pas du préfet maritime, mais du préfet de département. Et les parlementaires, alors d'abord le maire, c'est logique. Oui. Ensuite, vous avez les parlementaires qui sont élus directement, c'est-à-dire les députés. Le sénateur étant élu au suffrage universel, mais indirect, vous le savez, avec les grands électeurs, lui est placé ensuite. Et enfin, le président de la communauté de communes, le président qui est décalé par rapport aux autres. Voilà l'ordre protocolaire que vous venez de voir, c'est l'ordre protocolaire tout à fait logique. Combien d'habitants ça représente cette ville de Cherbourg et la communauté de communes qui la compose, parce qu'il y a eu des... 100 000 sur Cherbourg et la communauté. Alors on doit dire aujourd'hui Cherbourg en Cotentin. Oui, parce que ce n'est plus du tout... il y a eu une structure intercommunale, mais maintenant c'est une ville en elle-même, et il n'y a plus que des maires délégués dans les anciennes communes qui forment la nouvelle commune de Cherbourg en Cotentin. Je ne vous cacherai pas qu'un nombre de Cherbourgeois continuent à dire Cherbourg, pas nécessairement Cherbourg en Cotentin. Cherbourg en Cotentin qui attend le président de la République. Oui, comme les troupes qui, vous voyez... qui sont stoïques. Mais
peut-être pas sous une chaleur écrasante, mais qui sont stoïques. Absolument. Il arrive, quand il y a comme ça des prises d'armes ou des cérémonies, que des gens en uniforme puissent faire des malaises. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Angleterre. Oui, c'est assez fréquent. Juste avant le passage de la famille royale. Oui, parce que lorsque vous êtes au garde à vous longtemps, certains respirent mal, vous vous tétanisez et vous finissez par tomber. Et voilà le président. Alors qu'il y aura là d'ailleurs l'honneur de saluer parmi les vétérans présents un Français libre. Paul Le Terrier, donc un Français libre de 102 ans qui habite Cherbourg, en Cotentin, et qui est présent aujourd'hui pour cette cérémonie. Patricia Mirales, vous avez donc le maire. Absolument. Après autorité maritime, il serre la main du maire de Cherbourg. Le maire de Cherbourg, monsieur Arrivé. C'est l'ordre protocolaire. Oui. Il est accueilli à Cherbourg. Ensuite, les parlementaires, madame Pic, monsieur Travers, à côté. Je vous rappelle qu'il a été la secrétaire d'État aux anciens combattants, qui accompagne donc le président de la République. Tout à fait. Patricia Mirales. Voilà, donc poignée de main chaleureuse avec Stéphane Travers. Stéphane Travers, oui, dont on rappellera qu'il a été ministre. Absolument. De l'agriculture. Et que le président, là, à l'époque où il n'était pas encore président, l'a effectivement croisé dans l'équipe. Et que ce Stéphane Travers a été un des premiers vrais grands soutiens venus du Parti Socialiste derrière Emmanuel Macron, candidat en 2017. Un marcheur de la première heure. Absolument. Selon l'expression. Monsieur Fagnan, le sénateur. Non, on en avait parlé aujourd'hui. Et les représentants. On en avait parlé au Mont-Saint-Michel il y a un an. Les élus locaux. Les élus locaux. Le président est engagé dans une... C'est un peu son habitude au président Macron, c'est de prendre le temps de discuter avec chacun, de saluer. Oui, absolument. Et là, M. Marguerite, qui est donc le président de la communauté du Cotentin. Oui, c'est vrai que le président ne fait plus qu'échanger simplement une poignée de main. On voit bien qu'il a toujours... mais on sait qu'il apprécie le dialogue, il l'a montré plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est, de ce côté-là, tout à fait... d'un abord tout à fait aisé. My wife, Betty. Oh. We've had nothing. Thank you for being. We have had nothing but the deepest admiration for you, for France, for your Navy. So On much. n'entend pas tout à fait ce qu'il se When we dit. were married, we named our second son Non, ourselves. effectivement. Je pense qu'il n'y a pas forcément de micro Mais à je crois que c'est proximité. souhaitable. Voilà. Et comme nous ne lisons pas sur les lèvres, Constellation Crest. Ah, frigate, voilà. After the Marquis de Lafayette. voilà. That was my Monsieur decision parle en anglais. to recommend that to the president, and I was so honored to do so. And Betty and I spent the last 4 days traveling with the Marquis de Lafayette family. référence au marquis de Lafayette. It was wonderful. Thank you for this commitment and the great Yes, sir. cooperation. But I heard a lot about the work you did. Philippe Etienne was in charge of the mission, former ambassador in the US. Yes, sir. Yes, Explained to sir. us in the plane. Yes, sir. And his wife is the sponsor Yeah, of the yes. ship, which is wonderful. But I want to extend to you my coins. Sir. Oh. May God bless you. Thank you. Most importantly, thank you for your leadership around the globe, but in Ukraine especially. I was born in Cuba. And I came Vous voyez to the que United States là as a aussi, refugee. I know what it's like to lose le représentant américain insiste sur Russia. l'Ukraine et We cannot think of le lien qui a été fait au cours de ces diverses cérémonies entre les événements de 1944 et la lutte actuelle de l'Ukraine. and to your beautiful family. Nah, thank you. Thank you again. Thank you for the coin. Non, tout va bien. Bon, merci pour la contribution. Non, très bien mené. Vous avez des bonnes discussions avec vos hommes. Oui, très bien. Hier soir, j'ai dit. Oui, vous me direz. Vous êtes Maëlée là? Oui, exactement. Dans le film, il me semble qu'il y a des
gens qui prend le temps de discuter. Voilà, et qui longe le redoutable. On voit ce qu'on voit sur toute sa longueur, là. Ce que vous voyez qui est gris, le long de l'herbe, de la rambarde, c'est le sous-marin. Oui, Nous allons entrer dans le deuxième temps de cette cérémonie avec le chef de l'État. Qui va passer les troupes en vue. Parce que manifestement, c'est... Il n'est pas prévu de discours d'Emmanuel Macron ici à Cherbourg, comme ça a été le cas ce matin à Bayeux, avec un long discours ce matin. Pour cette cérémonie, pas de discours officiel du président, mais une revue des troupes à laquelle nous allons assister. Donc le président passe ici en revue des marins de la base navale de Cherbourg, des marins de la compagnie de fusiliers marins Le Gothique, des représentants du service de la base de défense, du service de santé. Le président donc, qui a écouté cette Marseillaise avec toujours accompagné de Carlos Del Toro, le secrétaire à la marine des États-Unis d'Amérique, avec qui il s'était entretenu tout à l'heure à son arrivée. On a pu remarquer donc le drapeau du régiment de fusiliers marins donc incliné à l'horizontale devant le président de la République, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait. La marche consulaire.
Erdogan, je crois. Qui arrive devant les troupes américaines. Le président qui continue sa revue de troupes et qui passe devant les soldats américains. On a vu les insignes de la 101e Airborne. Oui, de l'Airborne et de la Big Red One. Et Big Red One. Une section de la garnison de Cherbourg, une section de la compagnie des fusiliers marins Le Gothique, une section de la groupement de soutien de la base de défense de Cherbourg, une section de sous-marin nucléaire d'attaque Courtouilly, une section composée des membres du service des énergies opérationnelles, du service de santé des armées, de la direction des infrastructures, des réseaux et des systèmes d'information, d'un détachement du SNA, de l'USS Normandie et d'un détachement des troupes de l'US Army. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du capitaine de frégate Benoît-Xavier Huette, chef d'état-major du commandement pour la Manche-Mer du Nord. Le président qui va saluer les porte-drapeaux, mais avant également les vétérans, je pense. On voit mal devant les drapeaux, mais on a noté donc la présence notamment d'un vétéran, Monsieur Paul Le Terrier. Ça doit être évidemment ce qui se passe en ce moment. Paul Le Terrier, donc français libre, un ancien du 1er régiment de fusiliers marins, le fameux 1er RFM qui a combattu. C'est lui, c'est bien lui. Voilà, avec sa cravate de commandeur de la Légion d'honneur, Paul Le Terrier, donc français libre engagé en 1941. Il a déserté la marine de Vichy, ce qui se faisait donc couramment évidemment pour rejoindre lors d'une escale les navires anglais ou les navires de la France libre. Et ça s'est fait en septembre 1941 à Beyrouth pour Paul Le Terrier, donc qui a rejoint les forces françaises libres. Voilà, Paul Le Terrier a 102 ans. Aujourd'hui, c'est le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim. Le 1er régiment de fusiliers marins donc, a combattu à Bir Hakeim, à 80 km au sud de Tobrouk, dans les sables de Libye. La bataille de Bir Hakeim qui a eu lieu en mai-juin 1942. Lors de cette bataille, eh bien, les Français libres, qui étaient 3700, ont tenu tête pendant près de 15 jours à 40 000 soldats italiens et allemands. C'est un fait d'armes exceptionnel qui a été réalisé par ces soldats. Paul Le Terrier, vétéran, survivant, ancien de Bir Hakeim, la bataille de Bir Hakeim. Et le président a déposé une gerbe. Et vous le voyez, le président et Paul Le Terrier qui se tiennent la main pour cet hommage.
américain, joué juste après la minute de silence. Et maintenant la Marseillaise. Très beau symbole, hein, effectivement, de cette présence là, de Paul Le Terrier, ancien des forces françaises libres, combattant de Bir Hakeim, je le disais donc il y a quelques instants. Il a été blessé 2 fois à Bir Hakeim. Alors on estime qu'il est tombé plus d'obus au mètre carré sur Bir Hakeim que sur Verdun. Pour vous donner l'intensité des avions, la Luftwaffe a détourné des avions du front de l'Est pour venir à bout de Bir Hakeim. Rommel s'est cassé les dents, si je puis dire, pendant 15 jours sur ce camp fortifié, on peut le dire comme ça. Le génie avait enterré toutes les défenses et les canons de 75 ont joué pleinement pour empêcher les Italiens d'abord, puis les Allemands, donc de Rommel, de venir à bout. Et Rommel donc s'est entêté pendant 15 jours sur cette position française de Bir Hakeim, ce qui a sauvé l'armée anglaise qui était en mauvaise posture et ce qui a permis ensuite, dans un second temps, dans cette année 1942, de gagner la bataille d'El Alamein au mois de novembre de cette même année 1942. Donc c'est un fait de gloire exceptionnel, hein, qui a d'ailleurs redonné beaucoup d'espoir au sein de la France libre et qui a remis d'ailleurs également pour le général de Gaulle beaucoup de crédibilité auprès des Alliés. Donc cette bataille de Bir Hakeim, nous avons l'honneur ici de voir un ancien de cette bataille et probablement le dernier. Paul Le Terrier qui est né en 1921 et qui est né au Havre. Alors il a ensuite, après la bataille de Bir Hakeim, évidemment ça ne s'arrête pas là, nous sommes en 1942, il a continué à combattre en Afrique du Nord, puis c'est l'Italie, la campagne d'Italie pour ces hommes donc, du corps expéditionnaire donc, en Italie, et c'est le débarquement de Provence, le 15 juin, le débarquement moins connu donc, et pourtant très important, un corps expéditionnaire français était bien présent en Provence, et notamment parmi ces hommes du 1er régiment de fusiliers marins, Monsieur Paul Le Terrier, qui a continué donc les combats jusqu'à la victoire finale. Et maintenant le président qui salue des associations. Alors on voit effectivement les drapeaux des associations patriotiques, le Souvenir français par exemple, hein, qui fait partie de ces associations. Il pourrait y avoir donc la Fondation de la France libre, hein, parmi ces associations. Les ordres nationaux sont là également, bien sûr, hein, parmi le premier d'entre eux, donc la Légion d'honneur, avec les sections locales de la Légion d'honneur, et puis l'ordre national du mérite, bien sûr, la médaille militaire que l'on retrouve régulièrement parmi ces drapeaux. Alors ils portent le bleuet, hein, on voit effectivement que souvent les anciens combattants portent le bleuet. Alors le bleuet, cette fleur, hein, qui symbolise l'action sociale en faveur des anciens combattants. On achète ce bleuet le 11 novembre et le 8 mai en France, lors de ces 2 dates, et ce bleuet, les fonds récoltés vont servir aux œuvres sociales, notamment en direction des soldats blessés. Alors, ça existe aussi pour le Commonwealth, mais là c'est pas un bleuet. C'est un coquelicot. C'est un coquelicot. Alors ce bleuet, la légende veut que cette fleur poussait sur les champs de bataille, donc dans la terre labourée des champs de bataille de 14-18. Donc ce bleu qui symbolise, et cette fleur qui symbolise donc les anciens combattants en France. Et nous avons d'ailleurs sur cette cérémonie de Cherbourg la présence de la secrétaire d'État, hein, aux anciens combattants, Madame Patricia Mirales. Qui est arrivée en même temps que le président Macron tout à l'heure. Monsieur le Président, commandant Goutou, le commandant du service militaire volontaire de Poissy. À côté, c'était le sous-préfet. Merci aux jeunes du SMV, du SNU. Et Paul Le Terrier qui vient saluer lui aussi les autorités militaires avec le président.
nous en avons 70. Voilà, Alors vous voyez ces jeunes qui ont l'air très très jeunes et qui doivent avoir peut-être 80 ans d'écart avec Paul Le Terrier. On retrouve une jeunesse aujourd'hui dans ces cérémonies, notamment au sein du SNU, ou encore des porte-drapeaux, quelquefois aussi. Alors un souvenir avec Paul Le Terrier, c'était en 2012, lors de la commémoration donc, de la bataille de Bir Hakeim. Et nous étions allés avec la Fondation de la France Libre à Bir Hakeim même. Et Paul Le Terrier faisait partie du voyage. Ses souvenirs évidemment notamment sur le site même de Bir Hakeim et à la nécropole de Tobrouk, où sont enterrés donc les morts français de Bir Hakeim. Parce qu'on précise, Christophe, que vous êtes président de l'association Vive la Résistance et secrétaire général de la Fondation de la France Libre. Donc vous avez rencontré à ce titre Paul Le Terrier. Absolument. Il était bien présent avec nous et j'ai pu le rencontrer, voici encore quelques mois seulement, à Cherbourg. Voilà, et le président Macron qui va prendre le temps d'aller saluer des vétérans accompagnés par le secrétaire à la marine des États-Unis d'Amérique. Thank you so much to all our vets. It's a great honor for us to have you here. And in this ceremony. Cérémonie solennelle, tout en symbole, avec peu de paroles, peu de discours. Et qui sera donc la dernière cérémonie présidentielle pour ces commémorations du 6 juin 1944 et du débarquement en Normandie. Thank you. 16 years old. How old were you? 18. Wow. Thank you so much. Mr. President Alan. Et le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure a dit au président qu'il avait 16 ans. Vous voyez, donc 102 ans pour Paul Le Terrier, 16 ans, 85 ans d'écart. 8 décennies, c'est ce qui nous sépare du débarquement de Normandie. I was a pilot, a fighter pilot, a glider pilot, a transport pilot. I was a pilot. Et toujours ces moments d'échange qu'on a vus pendant toutes ces cérémonies, pendant 3 jours avec les vétérans. Ceux qui étaient pilotes pendant la guerre. Et ça, Christophe, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va retenir de ces cérémonies du 80e anniversaire. Ces cérémonies, c'est vraiment le moment d'échanger encore avec ces vétérans, ceux qui sont encore là. Et oui. On savait que ce 80e anniversaire, c'est peut-être la dernière occasion d'avoir sur un anniversaire d'une décennie la présence des vétérans. Très certainement, et c'est pour cela que beaucoup se posent la question de savoir comment ces cérémonies doivent changer et accentuer le côté de transmission avec une jeunesse qui doit, je dirais en quelque sorte, prendre le relais derrière cette mémoire qu'il faut continuer à faire vivre. Alors puisqu'on parle de transmission, Christophe Bayard, vous présidez une association, Vive la Résistance, dans l'Orne. Cette association organise chaque année un événement à destination des collégiens et des lycéens. Oui, absolument. On apprend qu'il y a un anniversaire sûrement parmi les vétérans, ce qui est un plaisir, une joie aujourd'hui supplémentaire. Oui, absolument. Les cérémonies donc, ont lieu dans tous les départements et notamment... Bon anniversaire à Sandre. Je pense qu'ils vont chanter bon anniversaire aux vétérans. Ah oui. Happy birthday.
Ça, c'est une séquence qui n'était sans doute pas prévue. Un beau moment. Hein, Un beau moment qui n'est sans doute pas prévu. Et où vous avez vu toutes les générations chanter en chœur pour souhaiter un anniversaire, un bon anniversaire à ce vétéran qui fête ses 101 ans aujourd'hui, 7 juin, lendemain du 6 juin. We couldn't even get in the dock because it was bowled to pieces. And now it's wonderful. It's great. And what a welcome. And an honor for the 80th anniversary. That's great. Des vétérans qui n'ont rien perdu de leur vivacité d'esprit. Oui, hein. Oui. Ni de leur vie. I look like a 200. You look like a young man. Et on reconnaît l'enthousiasme que peuvent exprimer les Américains. Oui. Qui sont des gens qui n'ont pas peur de s'exprimer. Looks great. It's beautiful. They'd be here today. Voilà, l'accompagnateur donc des vétérans. 18 years old, Atlantic, I took part in liberation for him. I was only Chinese descent in the camp. Alors ce sera effectivement une année très forte de commémoration hein, dans le cadre du 80e anniversaire. C'est le début de la bataille de Normandie évidemment avec ces cérémonies du 7 juin qui suivent celle du 6 juin du débarquement. Mais il y en aura jusque dans l'Orne. Pour parler de l'Orne, ça se prolongera jusqu'au 24 août. Oui, parce que les villes du Sud-Manche et de l'Orne, et ensuite ce sera les villes de l'Eure, de Normandie, eh bien les commémorations suivent les dates anniversaires des libérations de ces villes, et donc effectivement ça va s'étaler pendant 3 mois. Et je sais qu'il va y avoir effectivement beaucoup de cérémonies, parce qu'on a vu les cérémonies officielles, vous avez tous suivi les cérémonies hier du D-Day, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de cérémonies dans beaucoup de localités autour de la libération de la Normandie. Et je sais par exemple qu'au mois d'août, dans certaines petites communes de l'Eure, on se prépare aussi à des cérémonies. Alors évidemment, ce sera un peu plus modeste, mais il y aura là des gens qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, par exemple, trouver des véhicules d'époque, ou faire venir des associations d'anciens, faire émerger des témoignages de gens qui ont vécu la période d'occupation. Et donc, effectivement, en se renseignant un tout petit peu, on peut trouver des cérémonies auxquelles on pourra participer peut-être plus facilement qu'évidemment les cérémonies officielles, avec peut-être un peu moins de monde, mais qui ne sont pas moins importantes. Absolument, oui. Il y aura de nombreuses cérémonies donc, dans le mois de juin, juillet et août, dans nos départements normands. Alors à Alençon, ce sera le 12 août. Parce que c'est la date anniversaire de la libération d'Alençon. Absolument, par la 2e DB du général Leclerc. J'avais dû demander, Christophe, qui a libéré Alençon. Eh bien, c'est la 2e DB du général Leclerc, la même 2e DB qui ensuite va libérer Paris. Paris et Strasbourg. Alors elle a débarqué le 1er août sur les plages d'Utah Beach, à Saint-Martin-de-Varville exactement. Donc là, nous sommes pas très loin effectivement de ce secteur de Cherbourg pour le débarquement, mais qui a lieu le 1er août. La 2e DB n'a pas débarqué au mois de juin. Et le président donc, qui continue à saluer les vétérans, à qui on explique sur quel théâtre d'opération ils ont combattu. En l'occurrence, pour ce vétéran, c'est à Utah Beach. Emmanuel Macron qui prend le temps de discuter avec chacun de ces vétérans. On voit d'ailleurs sur cette image l'admiration, la reconnaissance qu'a le public, qu'ont les Normands pour leur libérateur. Et ces vétérans donc, qui ont fait le voyage, qui sont évidemment largement accompagnés, et qui sont pris en charge de façon extrêmement attentive, et qui, pour certains, ont témoigné d'ailleurs de leur journée de commémoration hier du D-Day, du 6 juin, et qui ont exprimé qu'ils avaient passé une très bonne journée. Même si effectivement ça peut être long, il y a beaucoup de temps d'attente, il y a des transports, il peut y avoir le soleil, on peut avoir froid, mais tous ces vétérans étaient ravis d'être ici, en Normandie,
ces commémorations. On s'aperçoit d'ailleurs que ces anciens soldats combattants de la liberté, en quelque sorte, hein, qui sont présents ici, en vieillissant avec l'âge, eh bien, ils retrouvent de plus en plus finalement ces moments qui ont été les moments les plus forts de leur existence, très souvent. Et ils se plaisent effectivement à les rappeler, et ce que je peux trouver tout à fait normal. Alors on les voit ici évidemment dans les commémorations, mais on peut aussi découvrir un documentaire, enfin une émission qu'on a faite avec 2 journalistes de la rédaction de France 3 Normandie qui sont allés à la rencontre des vétérans chez eux, aux États-Unis. Donc émission que vous pouvez trouver en replay sur la plateforme France.tv, et ces vétérans qu'ont rencontré Florent Turpin et Simon Lepape, les 2 journalistes, et bien ces vétérans chez eux, ils ont encore tous les souvenirs de leur débarquement en Normandie. Par exemple, ils ont le drapeau, ils lèvent les couleurs le matin, et puis ils ont leurs photographies de l'époque, ils ont encore leurs uniformes. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui habitent chez eux en toute autonomie, bien qu'ils soient parfois plus que centenaires. Et effectivement, ils ont été très marqués, comme vous le disiez Christophe, par cette période qui a été la plus importante de leur vie. Et on peut également évoquer les témoignages qu'ont pu faire ces vétérans. Les témoignages notamment auprès des scolaires, hein, c'est très important. Alors notamment là je vais rappeler le travail remarquable qui a été fait par les combattants volontaires de la résistance, hein, en France, dans toute la France, hein, les résistants, anciens résistants et résistantes ou déportés qui viennent jusqu'à leur dernier souffle quelquefois témoigner de leur parcours devant les scolaires dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation notamment. Et c'est un travail qui a été fait et qui continue à se faire. Alors aujourd'hui, évidemment, les vétérans sont de moins en moins nombreux et c'est difficile d'obtenir des témoignages directs, mais on peut toujours aller les voir chez eux. Effectivement, on invite les scolaires à aller les voir chez eux ou à retrouver les documents enregistrés. Oui, c'est ça, il y a des enregistrements qui ont été faits. Ce qui permet de garder cette mémoire et qui permettra la transmission. Et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de saluer, hein, à l'occasion de la libération de Cherbourg, aussi l'action de la résistance, puisqu'on évoque les Alliés, mais la résistance a été précieuse, l'action précieuse de la résistance dans toute la Normandie, d'abord pour le sabotage, la guérilla qui est menée contre les forces d'occupation bien avant le 6 juin, mais le 6 juin, effectivement, c'est un moment fort, avec ces messages envoyés par Radio Londres qui appellent à effectivement entrer en action, qui appelle à l'action. Pour gêner au maximum l'armée allemande. Et puis il y a également de la part des résistants la connaissance du terrain. Ce que le renseignement en amont qui est très très important en la matière. Effectivement, la résistance a fait un énorme travail sur le sujet en communiquant aux troupes l'emplacement d'un nombre important de fortifications, le type de fortification qui était utilisé. Il y avait bien sûr la reconnaissance aérienne, très importante à une époque, mais cette reconnaissance de terrain est absolument indispensable car un certain nombre de bâtiments avaient été camouflés et effectivement avaient échappé parfois aux reconnaissances aériennes. Donc un travail fondamental. D'ailleurs, le président a commencé ce séjour mémoriel, j'allais dire, il y a 2 jours, en traitant de la résistance en Bretagne. Mais en traitant effectivement de cet apport essentiel qu'ont été les résistants. C'est vrai que sur la Normandie, rappelons que toute la zone côtière était une zone interdite et qu'il fallait donc que ce soit les gens locaux qui fassent ce travail de collecte des informations et qui se créent une sorte de réseau pour arriver à les transmettre. Alors, dans la Manche notamment, rappeler l'action du réseau Century. Réseau Century et puis de l'OCM, l'organisation civile et militaire, voilà pour les combattants volontaires de la résistance de notre région et notamment du département de la Manche. On remarque que si le président n'est pas prévu de discours ici à Cherbourg, c'est pour peut-être se consacrer très directement aux vétérans. On le voit ici avec cette longue période dans laquelle il serre les mains de chacun d'entre eux, il dialogue avec chacun d'entre eux,
Il évoque avec chacun d'entre eux leur passé. Je suis resté à Cherbourg. Une façon de prolonger un peu ce moment mémoriel, prendre son temps de continuer à discuter avec ces vétérans. Pour remettre en état le port de Cherbourg. Voilà, vraiment très honoré, Monsieur le Président. Mr. President, on behalf of the United States, on behalf of President Biden, I just want to take one moment to thank President Macron for his defense of freedom around the world today. We thank him for your hospitality and for the hospitality of all the French people who have greeted us with open arms. Thank you. How about a hand of applause for President Macron? Vous avez entendu le secrétaire à la Marine qui remercie le président Macron pour son travail en faveur de la liberté aujourd'hui, et il a insisté largement sur le aujourd'hui, tout un symbole. Eh bien, c'est sur cette image que nous allons nous quitter pour cette cérémonie, qui est officiellement terminée donc. Voilà, le président qui va continuer à discuter et qui va ensuite regagner Paris. Et on remarquera qu'on a eu en plus une météo exceptionnelle pour ces 3 jours de cérémonie. Voilà, on va vous laisser profiter de ces images qui suivent la cérémonie de Cherbourg avec ces vétérans. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Christophe Bayard et Christophe Boutin qui m'ont accompagné pour commenter ces cérémonies. C'était un vrai plaisir, messieurs. Merci. Merci pour toutes vos connaissances et vos éclairages. Merci à tous, et je précise que vous pouvez retrouver en replay l'intégralité de cette cérémonie. Bonne fin de journée à tous. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Bonjour. Demain, merci. Demain, j'ai le grand honneur de chanter pour le mariage du vétéran. C'est pas vrai. À 40 ans? Oui, il a 101 ans et sa fiancée qui est à 16. Et ils m'ont demandé que des chansons d'amour. À quelle heure ça se passe? À 11h. À 11h à la mairie. Alors à chaque fois, j'ai envoyé un morceau. Le morceau me dit oui, alors on va parfait, plaisir d'amour. Et puis j'ai dit, mais ça va venir par un concert. Merci de faire ça pour eux. C'est pas vrai. C'est mon ami. Oui, Montpellier. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonjour Monsieur le Président, je suis fils de résistant conférencier bénévole. J'ai été créé dans l'euphorie du débarquement, je suis né 9 mois plus tard, donc je suis un enfant du débarquement. Et je vous ai écrit le 8 mai pour vous faire 3 souhaits. Premier souhait, c'est tout le monde parle de la résistance armée dans l'ombre qui passe à la lumière quand elle agit sur le terrain. Et moi je vous propose que l'on parle aussi de la résistance de renseignement dans l'ombre, qui est resté dans l'ombre toute la durée de l'occupation jusqu'à la fin de leur vie, parce que ces résistants de renseignement qui ont permis le débarquement avaient juré de ne jamais révéler leurs secrets aux services secrets. On connaît le BCRA, mais il n'y avait pas que le BCRA, il y avait d'autres services. Voilà. Donc moi, j'ai reconstitué la vie de tous ces résistants de la Manche et du Cotentin. Vous m'avez mis dans la lettre? Oui, je vous l'avais envoyé le 8 mai, mais je vous la renouvelle. Et il se trouve que je vous propose de proposer un monument à la limite des 2 départements, entre le Calvados et la Manche, parce que justement les résistants s'échangeaient des renseignements et qui partaient ensuite sur Caen, sur Paris et ensuite sur Londres, qui ont permis vraiment... Dommage aujourd'hui. Et ces résistants, Monsieur le Président, on n'en parle jamais. Des résistants. 80% des résistants de notre région s'étaient axés uniquement sur le renseignement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui ont permis justement de... Donc je vous propose une conférence privée, si vous le voulez, à l'Élysée, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et la deuxième proposition, Monsieur le Président, que je vous ai faite il y a déjà plusieurs années, et pour laquelle vous aviez répondu relativement favorablement, c'est la recherche ADN pour identifier les résistants morts pour la France qui sont toujours anonymes dans nos cimetières. Et à ce titre, eh bien, depuis 13 ans, mon ami Yves Le Couturier de Caen avait proposé cette solution. Et depuis 13 ans, eh bien, je dirais que ça fait des allers-retours entre votre cabinet et le cabinet de Madame la Ministre, ce qui fait qu'à chaque fois, on reçoit des copier-coller. On va regarder sur le site.